Vous écoutez La Nuit Américaine. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Annihilated. You will ride eternal, shining and chrome. Oh, what a day! What a lovely day! I am the man who grabs the sun. I live, I die, I live again, riding to Valhalla! Bonjour les amis et merci de nous accueillir à nouveau dans vos oreilles. Accrochez-vous bien car cet épisode 9 de La Nuit Américaine va secouer, épisode consacré au 4e opus de la série Mad Max Fury Road ou Mad Max La Route du Chaos au Québec, sorti en mai 2015, réalisé par Yorgos Miliotis alias George Miller, avec dans les rôles principaux Tom Hardy et Charlize Theron. Alors abandonnez votre Ford Falcon et grimpez avec nous à bord du camion citerne de Furiosa pour traverser à toute vitesse ces terres arides. Et pour parler avec moi de Mad Max Fury Road, je suis accompagné des pionniers, que dis-je, des légendes de ce podcast, Loris et Mathieu. Salut les garçons, ça va ? Salut Mike. Salut Mike, salut Lolo. Belle intro. Légende, j'aime ce type. C'est tout nous ça. Vous êtes les légendes de ce podcast. Comme Max, on s'inscrit dans la légende. Exactement. Oui. Donc on va parler de ce film quand même au lieu de faire les rigolos là. C'est ça. Allez, mais quelle est la question qui va animer nos débats aujourd'hui ? Alors, avec Fury Road, George Miller a-t-il réinventé ou sacrifié sa propre mythologie ? Alors on parle bien de mythologie, donc en parlant de mythologie, on va peut-être recontextualiser le mythe, le film, et à quel courant il appartient. Donc quand George Miller fait Mad Max en 79, on est très clairement dans ce qu'on appelle la Oz Exploitation. Donc c'est le cinéma d'exploitation australien. Donc t'as des films de baston, des cascades, t'as tout ce que tu veux. C'est un peu assimilé, on peut voir ça comme aux États-Unis avec l'exploitation américaine, l'exploitation italienne. Donc c'est un cinéma qui est très riche visuellement, qui est un cinéma de on va dire de Maverick un petit peu. Mais ils avaient besoin de ça. Ils ont bénéficié aussi de beaucoup d'aide à l'époque pour développer ce cinéma. Il y a un film qui est assez emblématique à cette période début des années 70 qui s'appelle Wreck-in' Fright de Ted Kotcheff. Je sais pas si ça vous parle. Ted Kotcheff, ce sera le futur réalisateur de Rambo. Ah oui, ok. Voilà. Oui, Lui n'est pas australien, mais il est canadien, mais il a tourné ce film-là. Et donc quand il réalise ce film, il le réalise avec un tout jeune acteur. Il réalise ça avec Mel Gibson. Mel Gibson à l'époque, je crois qu'il a 22-23 ans quand il fait le film. Et donc le personnage de Max, c'est un policier. C'est un flic qui est dans un monde un peu chaotique. On n'a pas encore basculé dans un monde post-apo qui viendra par la suite, mais on est déjà au bord du gouffre. Là, on est très clairement un peu dans le film de vengeance et le film de moto. Ce qui existait beaucoup dans l'exploitation à l'époque. Donc on a ces bandes de motards qui sévissent dans le pays. On a la vengeance parce que Max, en fait, son épouse et son enfant ont été tués par ces motards, donc il va chercher à se venger. À partir de cette vengeance-là, il va créer tout son mythe. Le personnage un peu taciturne, violent, très imprégné en fait de l'imagerie aussi western. Donc on pense beaucoup à Clint Eastwood, on pense à toute la trilogie du dollar de Sergio Leone. Et nous avons aussi à cette époque-là ce besoin, d'appréhender en fait l'environnement. En fait, le western, c'est très ancré dans le cinéma américain, mais c'est aussi le côté primitif du road movie. Le road movie qu'on verra très clairement dans Mad Max Fury Road. Avant ça, bien sûr, quand ils font Mad Max 2, là, on est dans le film post-apo. Le post-New York, c'est tous les films post-nucléaires. Donc il y a eu énormément d'ersatz. On a vu des films comme Les Nouveaux Barbares, Les Gladiateurs du Futur, Les Rats de Manhattan, toute cette exploitation qui est faite par les Italiens. Mais le genre, lui, n'est pas né ex abrupto. Ils sont pas venus jour en main en disant voilà, nous avons créé un genre. Mais ils y ont participé, très clairement. Et après, avec Mad Max Fury Road, là, on sera dans le road movie. Je m'appelle Max. Mon monde est à feu et à sang. C'est le pétrole, pauvre tâche. La guerre du pétrole.
trop gaspillé. Du gaspille. La pénurie mondiale, c'est l'eau. C'est la guerre de l'eau. Il y a longtemps, j'étais flic. Un guerrier de la route en quête de justice. Nous avons abouti au pic du délire terminal. L'humanité s'est dévoyée, c'est terrorise. La terre est acide. La moelle de nos os est empoisonnée. Quand le monde s'est effondré, chacun de nous, à sa manière, a été brisé. C'était difficile de savoir qui était le plus fou. Moi ou tous les autres. C'est intéressant parce que c'est vrai que cette scène-là, il est assez bavard, elle est en voix off. Ah ouais, exact. Et puis tu peux Elle est belle. facilement faire Elle est vraiment belle cette plus scène. badass, ouais. Je veux dire, tu le vois de dos avec sa caisse juste à côté, le gars qui est prêt à foncer, quoi. En plus, il y a ce lézard qui se balade, qui l'écrase d'un coup de botte et qui le croque comme ça. Et il est en train de l'iconiser. Ouais, c'est ça. Comme déjà, en fait, c'est marrant parce que ça rappelle aussi l'introduction de Mad Max 2, de The Road Warrior, où là aussi le film débute avec une voix off, mais la voix off en fait présentait le personnage de Max et son passé, et là c'est Max lui-même qui se présente et qui présente l'univers dans lequel ils évoluent. Donc cet univers post-apo. Voilà, donc là en fait il reste plus que du désert, quoi. Je sais pas où ils sont en Australie, il me semble, je crois. En Namibie. Ah, ils l'ont tourné en Namibie. Ils l'ont tourné en Namibie, mais l'histoire c'est censé se passer en Australie. Normalement ça se passe en Australie. Ouais. Et du coup il reste quoi? Il reste du désert et plus ou moins que du désert. C'est tout ce qu'on voit du film. Puis donc Max, en fait, le film commence avec lui qui part sur la route et qui se fait rapidement attaquer par les War Boys d'Immortan Joe, puisque c'est un peu le grand méchant du film maintenant, qui est joué par en fait celui qui jouait Toe Cutter dans Mad Max 1, dans le premier, et qui est décédé, l'acteur Hugh, ouais, qui est mort cette année, il me semble. Ouais, qui est mort en décembre, qui est mort en décembre 2020. Ouais. Et du coup, Max se fait choper par les War Boys et emmené dans la citadelle d'Immortan Joe, où en fait il est utilisé comme donneur de sang universel. Voilà, en VF c'est le globular, je crois. Ah oui, c'est ça, globular. C'est génial parce que en fait ils inventent une langue. Ils inventent tout, en fait. C'est ça qui fait la force déjà de cette série. C'est que George Miller, bon, voilà, il l'a inventé il y a longtemps. Et il est tellement imprégné de sa création qu'il a un peu tout écrit. Le background, ce qu'on appelle le lore. Il a tout écrit, l'histoire profonde, voilà, de la série. Tous les personnages ont été développés, même les personnages qui n'apparaissent que très peu à l'écran. Pour lui, il a créé leur backstory, quoi. Il a déjà tout écrit. Comme le guitariste aveugle. Exactement, comme le guitariste aveugle. Et du coup, ce qui fait que ce film, en fait, c'est un peu une tranche de toute l'histoire de Mad Max. Donc, si tu veux, tout est cohérent, puisque lui, il ne filme qu'une petite tranche de cette histoire, mais tout ce qui passe à l'écran peut être expliqué simplement. Et donc du coup c'est pour ça que quand par exemple Max se fait attraper et accrocher et devient là, le globular, c'est-à-dire qu'il apporte son sang aux War Boys, donc qui sont atteints d'anémie, je crois, c'est donc l'armée de l'Immortan Joe. Ça peut être expliqué simplement, quoi. Ça peut être expliqué, voilà. C'est pour ça qu'il le montre comme ça, quoi. Ils en font avec c'est marrant parce que quand il est ligoté en voiture, c'est une figure de proue. Ah oui, comme ils en avaient fait également dans Mad Max 2, qui sont les gars qui sont ligotés au véhicule. Et c'est marrant parce que, et t'as raison, George Miller en fait, il nous rappelle bien que c'est son film, c'est sa mythologie, donc il peut en fait en faire ce qu'il veut. Si je dis ça, je rappelle aussi que quand Mad Max Fury Road a été réalisé, beaucoup de gens se sont plaints qu'il n'y ait pas Mel Gibson. Parce que Mel Gibson est forcément identifié à Mad Max. Sauf que, George Miller, lui, il fait le pari de se dire, voilà, bon, il y a aussi une réalité, en fait, économique, et à un moment où il a été tourné, faut savoir qu'en 2003 ils auraient dû le faire, et là Mel Gibson aurait pu encore jouer dedans, mais là voilà. Il a fait La Passion du Christ. Voilà, et puis c'était plus possible, c'était pas possible de l'intégrer, il fallait prendre un autre comédien. Donc il y en a beaucoup qui s'en sont un petit peu révoltés, qui ont dit ouais mais non, nous Max c'est Mel Gibson. Et lui il dit non, j'en fais ce que je veux de mon personnage. C'est comme Batman, quoi. Ouais, j'en fais ce que je veux. Du coup, ce qui est hyper intelligent, c'est que le film débute où pendant 45 minutes après cette présentation voix off, Max, on ne l'entendra plus. Il sera... Certains grognements. Mais... Il y a certains grognements, mais sinon, comme un animal. En fait, quand les War Boys le prennent... C'est une bête sauvage. C'est une bête sauvage. Il le tatoue. Il le ligote. Il lui met une muselière. Ça devient, en fait, leur animal. Il lui indique, en fait, dans le dos, effectivement, qu'il est donneur universel. Et donc, Max sera uniquement cette figure tutélaire de sa propre mythologie. Il peut être quelqu'un d'autre. Donc c'est quand même assez couillu de faire un film à 150 millions de dollars où ton acteur principal est très peu visible pendant 45 minutes, où il y a très peu de dialogue qui sort de sa bouche. D'ailleurs, quand tu relèves toutes les voix off, il a 56 lignes
de texte sur tout le film. Ce qui lui fait quand même 40 de plus que dans Mad Max 2. Dans Mad Max 2, il a 16 lignes de dialogue. Ah, c'est vrai. Ouais. Ou 2 fois, il dit la même chose. Je suis juste venu pour l'essence, moi. Ouais. Donc, c'est pour ça, faut pas oublier de se dire que, à tous les mecs qui ont grogné, ouais, non, Mad Max, c'est Mel Gibson. J'adore Mel Gibson. Mel Gibson, il est hyper charismatique dans Mad Max. En plus, Mel Gibson, la force qu'il a, c'est que, il joint un petit peu, c'est un peu le lien entre le côté, badass de Tom Hardy, mais aussi le côté un petit peu, c'est un peu grossier ce que je dis, mais un peu plus féminin, tu vois, que pourrait éventuellement apporter un personnage comme Charlize Theron dans le rôle de Furiosa. Ouais. Il regroupe tout ça. Mais à un moment donné, George Miller, il fait ce qu'il veut. Oui. Il fait ce qu'il veut de sa saga. Et il a eu raison de pas respecter les dictats, tu vois, des fanboys. Bah, justement, il a pas pris Tom Hardy par hasard. C'est justement celui qui représentait pour lui le mieux le personnage, parce qu'il y a eu tout un tas d'acteurs envisagés. Il y a eu Heath Ledger, je crois. Il y a eu, voilà, il y en a eu plein d'autres qui auraient pu faire effectivement le rôle, mais là, Jeremy Renner. il y a Reiner qui a eu une bonne place. Ouais, ils ont même tourné des séquences avec lui. Il y a eu des essais qui ont été tournés avec lui. Ouais. Et lui, le pauvre, il pensait jusqu'au bout que c'était dans la poche. Il aurait pu passer en fait. Ouais, il aurait pu. Ouais, franchement, il aurait pu. Mais du coup, on se retrouve alors dans cette citadelle d'Immortan Joe où il a été Max a été fait prisonnier et Furiosa. Donc c'est là qu'on rencontre le personnage, l'impérateur de Immortan Joe. Donc sachant que l'impérateur c'est un peu un soldat d'élite ou un soldat un peu spécifique qui se charge d'aller récupérer l'essence dans la ville essence, je sais plus comment, la Gastown quoi. Gastown. C'est la ville essence littéralement. Et donc l'or pour eux c'est l'eau. C'est ça, et l'essence, c'est ce qu'ils cherchent. Il y a une approche très spécifique des fluides dans le film, sachant qu'on a beaucoup le lait et l'eau. Le lait les maternels produit par les femmes, oui, qui je sais plus à quoi productrices, ils servent le lait, c'est pour un peu tout le monde. Ouais, ils nourrissent les Warboys. Les Warboys surtout. L'eau forcément, puisque c'est devenu une denrée extrêmement rare. Ouais. C'est ça qui tient sa population. Et puis d'un autre côté, on a le pétrole, qui est forcément très important puisque tout fonctionne autour de la mécanique. Et le sang aussi, qui est beaucoup présent dans le film. Il y a beaucoup de scènes où on voit notamment une scène où Max nettoie le sang avec du lait. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Du coup, donc on a cette Furiosa qui est incarnée par Charlize Theron, qui va conduire le grand camion citerne pour aller chercher l'essence. Et elle part accompagnée de 3 belles demoiselles. Ouais, bah c'est ça même plus. 4 Elles sont 5, je crois. Ah, oula. Ouais. Et du coup, c'est ça le problème en fait, puisque son plan à Furiosa, c'est pas vraiment d'aller chercher de l'essence, mais c'est de faire échapper les 5 filles, donc ils les appellent les pondeuses dans la VF, qui sont en fait les esclaves sexuels d'Immortan Joe, qui sont juste là pour lui donner une descendance saine, si on veut, puisque à force, ils sont tous un peu reproduits entre eux et ça donne des enfants, transfigurés, etc., malades, voilà. Et du coup, donc Furiosa kidnappe en fait ces filles pour les faire s'échapper, et Immortan Joe se rend compte de la supercherie, et là il envoie toute la cavalerie à la poursuite de Furiosa. Et là en fait tout de suite on est dans le bain, puisque tu parlais de road movie en fait avant, là on est direct dans la fuite en avant. On commence, le camion s'élance, les mecs sont à sa poursuite et ça part dans de l'action non-stop en fait. J'ai envie c'est de ça, et le road movie c'est vraiment ça, c'est se dire je quitte en fait un lieu dans lequel je ne suis pas bien, je me libère de ce lieu-là pour aller en quête de quelque chose d'autre. C'est propre aussi au cinéma américain, c'est-à-dire voilà, on est en quête de territoire, on est aussi en recherche de soi. Donc ils vont à un point, j'ai un petit peu déjà spoilé, mais on se rend compte que se rendre à cette destination-là, c'est juste, ça t'amène à, c'est très déceptif. Tu te rends compte que le besoin n'était pas de quitter le lieu, mais qu'il fallait en fait apprendre quelque chose et se réapproprier en fait le territoire où tu étais. Donc c'est le propre même du road movie. Je pars pour me rendre compte que je n'aurais jamais dû partir et je reviens. Et ce qui est fort dans la mise en scène de George Miller, ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que tout l'univers de George Miller est présenté non pas avec des dialogues un peu empoulés, tu vois, pour décrire ses thèmes, on n'est pas chez Aaron Sorkin là. C'est que le type, avec quelques plans, il te présente donc ces fameuses femmes là qui donnent du lait, les pondeuses. Les pondeuses. Non. Les femmes qui produisent le lait. Les femmes qui produisent le lait. Ouais. Les pondeuses aussi effectivement. Ouais. Il te montre en fait aussi la dépendance à l'eau.
il te montre les Warboys et puis Warboys. leur dépendance au sang. V8, au V8, au V8. au symbole, au Valhalla. C'est ça. Valhalla, Et grâce à aussi à l'idiome qu'ils ont créé, donc avec les échanges qui vont se faire avec ce vocabulaire-là, on est vraiment imprégné dans un univers qui n'est pas forcément donc conçu pour être exprimé par du dialogue, mais uniquement par de la mise en scène. Un plan, une idée, une signification. Exact. Et tout le film, c'est ça. Et les accessoires aussi. Tout ce qui est les costumes, décors, tout. accessoires, tout fait ressentir le film en fait, et fait ressentir ce que veut montrer Miller dans justement toute cette diégèse en fait. C'est ça. Hein, c'est comment ressentir tout ce qu'il a créé à l'écran directement quoi. Et ça en fait en tant que spectateur, tu t'investis très rapidement. T'es là, ah ouais, ok, c'est bon, ça j'ai compris, je vois pourquoi ils font ça, et t'as justement envie d'en savoir plus. C'est le genre de film où quand t'as fini de le regarder, t'as envie d'aller un peu creuser sur le net, voir qu'est-ce qu'il a créé, quelles sont les autres histoires qui en sont tirées, etc. C'est ça qui est intéressant. Mais t'as raison, en fait, il fait place à l'intelligence du spectateur. C'est ça, ouais. Il leur dit pas. Souvent, il y avait des gens qui lui reprochaient que l'écueil dans lequel il tombait, qui ne pouvait pas rendre ce film comme étant un chef-d'œuvre, c'était son scénario. Il disait oui, le scénario est trop faible. Donc, ils ont tendance un peu à confondre intrigue avec récit. Il y a un récit, t'as des thèmes, t'as un sujet fort. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Et c'est toi, spectateur, je n'ai pas obligé de surligner les actions. Je te les montre et tu es suffisamment intelligent pour les comprendre, pour situer ça dans un univers. Et là, c'est le cas. C'est clair. C'est limpide, en fait. Ah ouais, c'est du cinéma en mouvement. C'est une œuvre cinétique. On présente les choses dans le mouvement et elles sont assimilées par le spectateur. Et du coup, on disait que l'action non-stop commence avec la première course-poursuite dans le désert, mais c'est effectivement le cas, puisque là, ça explose de partout, en fait. Et je crois que j'ai jamais vu un truc aussi puissant de ma vie au cinéma. Je me souviens, je suis sorti du ciné, je pense que j'avais les cheveux quand j'avais les cheveux en l'air encore. Parce que on en a encore un peu. C'était assez incroyable. Je veux dire, toutes ces cascades réalisées, c'est à se demander comment est-ce qu'il a fait, et d'ailleurs, quand il a présenté un film, il y avait notamment Rodriguez dans le public qui s'était levé. C'était à la SWX, je sais plus quelle année, et qui lui a demandé clairement, mais how the hell did you film that? Comment t'as fait pour faire ce genre de plan, quoi? Parce que non mais moi ça me donne des frissons parce que ça me rappelle qu'il y a pas si longtemps que ça, le cinéma, quand tu regardais un film, tu te posais ces questions-là. Tu dis, mais comment ils ont fait ça? Maintenant, le problème c'est avec le tout numérique. Je suis pas en train de cracher sur le tout numérique. Hein. Il y a des choses qui sont très bien. D'ailleurs, il y a des plans aussi dans Mad Max. Il y a à peu près 200 plans qui sont créés numériquement. Mais toutes les images ont été retouchées. Hein. Voilà, il y a beaucoup de trucs qui ont été retouchés. Voilà. Mais maintenant, on ne se pose plus la question. On peut voir des buildings qui explosent, des super-héros qui se battent contre des monstres. C'est vrai. On n'est plus impressionné. C'est vrai. Maintenant, là, quand je vois Mad Max Fury Road, je vois les cascades, je me dis, ouais, mais j'ai peur pour eux. Ouais, les cascadeurs, ce qu'ils ont fait dans le film, c'est un truc de dingue. Même, tu vois la taille des explosions, les bagnoles qui sautent les unes sur les autres, les mecs qui sautent des voitures sur des autres voitures. En fait, c'est vraiment le pack complet de l'action movie qui est transcendé, quoi. Je veux dire, c'est de l'adrénaline pure. Pour moi, Fast and Furious, c'est un film d'enfant. Ah, bah, ils prennent une claque. Ce que je veux dire, Fast and Furious, c'est la fessée. Et ce qui est décevant, c'est que Fast and Furious, leur dernier film, ils font 1 milliard au box-office. Mad Max Fury Road, même si ça a bien marché, c'est pas un succès écrasant. Non, c'est vrai. Mais et puis c'est pas parce que t'as pas vu les 3 premiers que tu peux pas regarder celui-ci. Non, tu peux le dissocier. Parce que franchement, c'est vraiment un bon film de divertissement, de l'action partout, et même si moi j'ai pas vu les trois précédents. Ah oui, j'ai kiffé ce film-là, franchement. Il se prend facilement tout seul. Franchement, c'est impressionnant. Après, ce qui est bien, j'espère que tu regarderas les films précédents. Ça m'a donné envie. En plus, ce qui est rigolo, comme dans toute grande œuvre comme ça, c'est qu'il fait des clins d'œil à sa propre mythologie, à ses propres films. Donc des fois, tu vois des petites choses. Ah, mais ça, il y avait dans le 2. Ou ça, il y en a le 3. Tu sais, la boîte à musique, il y a plein de petites choses comme ça. Et à un moment donné, le canoncier qui s'enraye, quand Furiosa veut tirer. Elle veut lui tirer dessus. Il y a tout ça, on l'a vu dans les films précédents. Il y a des petits clins d'œil qui nous fait aussi. C'est rigolo. Je pense que les vrais fans invétérés de Mad Max qui connaissent les 3 autres films par cœur, ils ont dû être complètement fous devant ce film. Alors, ceux qui sont pas de mauvaise foi et qui nous disent oui, parce que j'en ai lu des trucs, oui, non, mais c'est une farce, et puis bien sûr revenir avec le syndrome Mel Gibson. Ah ouais, non, voilà. faut arrêter. À un moment donné, si tu fais abstraction de ça, ouais, c'est un plaisir. C'est du bonheur. Déjà, le film en lui-même, comme disait Mike, si tu le prends comme une entité à part, c'est exceptionnel. Mais si tu l'inscris dans l'œuvre dans la série, dans l'œuvre de Miller, c'est fantastique à regarder. Du coup, on a cette course poursuite qui est déjà folle.
Et bon, tu parlais CGI, mais il y a la tempête qui arrive. C'est comme ça que Furiosa va à bord donc du camion, va réussir à un peu donc s'échapper de ses poursuivants, sachant que donc Nux, qui est un Warboy sur lequel on va un peu concentrer une partie de l'histoire, quoi. Va donc lui conduit sa bagnole avec Mad Max accroché, donc comme tu disais, comme en tête de proue à l'avant. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que donc son sang est relié directement, le sang de Mad Max est directement relié à celui de Nux, quoi. Et tu sens qu'il a toute l'énergie, et il se chrome un peu là la tête. Ça c'est aussi drôle. C'est leur fameux, en fait, c'est quoi? C'est une sorte de peinture, mais on pense que c'est une drogue plus qu'autre chose, quoi, qui se mettent sur les. Ah oui, parce qu'ils vénèrent une espèce de dieu du chrome. Ouais, dieu du chrome, tout ce qui est associé en fait au véhicule, à la mécanique. Et Immortan Joe, lui, est complètement déifié. D'ailleurs, il y a une anecdote assez drôle par rapport à ce spray là. C'était, alors si je me trompe pas, il y avait sur Amazon, tu pouvais trouver une sorte de spray qui était un truc pour décorer les gâteaux. Que tu pouvais mettre comme ça un coup de spray sur ton gâteau. Et après la sortie du film, il y a eu tout un tas de spectateurs du film un peu trolls qui ont créé des comptes au nom des personnages du film et qui sont venus mettre des commentaires sous le produit acheté sur Amazon en disant ah ouais, c'était super, c'est éclaté juste avant cette course poursuite, je m'en suis mis plein la tronche. Ça c'est drôle, il y a genre 19 pages de ce truc. Ça c'est drôle. Mais du coup, voilà, on a Nux qui est ultra motivé pour rattraper Furiosa, parce que en fait, il faut savoir que quand t'es Warboy, le fait d'être, faire quelque chose de bien pour Immortan Joe, il y a pas mieux. Parce que tu veux axer là. Et en fait, ils ont cette volonté d'être des martyrs, de se sacrifier. Il y a un côté viking aussi, du coup. Ouais, complètement. Il le dit pour aller au Walhalla. C'est vraiment ça. Ils veulent se sacrifier. Immortan Joe, comme je disais, ils l'ont déifié. C'est une espèce de dieu, comme ils avaient fait aussi pour dans le 2 avec Inmingus. C'était Inmingus. C'était aussi, il avait aussi déifié ce personnage-là. C'est le grand avec le masque, il me semble. Ouais, c'est ça. On est vraiment dans une espèce de fanatisme religieux. Ok. Et du coup, il rentre dans cette tempête de sable où c'est pas une tempête un peu classique, hein, c'est là un truc, c'est apocalyptique, il y a des éclairs. Une tempête toxique. Ouais, c'est un truc, voilà. Et du coup, il se crash. Il me semble, oui, c'est ça, le camion se crash et du coup, Mad Max se retrouve au sol avec Nux et il se réveille, mais il l'a toujours attaché à lui puisqu'ils sont menottés ensemble. Et donc il se déplace, il se réveille un peu groggy, hein, puisque tu viens de te cracher la tronche forcément, et il tombe sur Furiosa qui est en train d'essayer de faire redémarrer le camion, en train de séparer la citerne, je ne sais plus exactement, et puis il y a les 5 femmes qui se désaltèrent. En fait, c'est là qu'on les voit pour la première fois, les pondeuses. Cette scène-là, elle est fantastique, parce que souvent on disait voilà, Mad Max, il y a un côté un peu film féministe. Ah ouais, quand tu vois ce plan-là, c'est génial. Ah ouais, parce que en fait, les filles, elles sont à ce moment-là hyper glamourisées. Ouais. Elles sont en train de se laver au jet d'eau. T'as l'impression que c'est une pub Tahiti douche. Ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et lui, même, quand il regarde ça, il est comme happé. C'est un peu le chant des sirènes. Il les voit et tout. Déjà, il a pas dû voir souvent de femmes, tu vois, dernièrement, surtout des aussi jolies. Et tout d'un coup, il reprend conscience, tu vois. Il secoue la tête, il dit non, ça va pas. Ça nous rappelle deux choses. Ça nous rappelle premièrement que ce qu'il voyait là, c'est une espèce de mirage. Et que lui, il est ancré dans un récit, et dans son récit à lui, ces femmes-là sont un obstacle à sa fuite. Oui. Et deuxièmement, il te rappelle à toi, spectateur, que ces filles-là, en fait, elles ne sont plus leurs conditions de femmes objets, tu vois, qui étaient des esclaves sexuels. Maintenant, ce n'est plus le cas. Elles sont en fuite, elles brisent leurs chaînes. Même, il y a même une espèce de ceinture de chasteté qu'elles brisent. Et quand elles brisent ça, c'est en fait le message qu'elles t'apportent, c'est de te dire maintenant c'est fini, nous sommes en train de fuir ce monde-là, et toi spectateur, tu ne verras plus sous cet angle-là. Nous ne serons plus des objets sexualisés. On est badass maintenant. Maintenant, elles seront uniquement vues à travers leurs actions. Ça c'est fort. Ah ouais, c'est vrai que. Et puis elles ont une sacrée prestance à l'écran, hein, aussi. Je veux dire ça, elles sont habillées aussi tout en blanc et tout ça. Ça passe très bien. Il y en a une qui est enceinte. Oui, il y en a une effectivement qui est carrément sur le point d'accoucher, quoi. Ouais. Et du une coup, sur les 5. Une sur les 5, et c'est aussi la préférée d'Immortan Joe. C'est la préférée pourquoi? Parce qu'elle est aussi enceinte, non? Parce qu'elle est sur le point d'accoucher, le mâle. Ouais, probablement. Le mâle ultime pour Immortan Joe. Probablement, ouais. Et mais on n'oublie pas Furiosa qui est juste à côté, qui est elle aussi l'emblème du badass total. C'est la chérie de Mathieu. Voilà. Faut lui la laisser. Ouais, j'adore Charlize. Pour Charlize.
Beaucoup. Et même avec le crâne, tu vois, le crâne rasé et la tronche à moitié pleine de cambouis. J'adore. Non, mais en plus, ce qui est génial, c'est qu'elle me rappelle un peu, tu vois, même si t'aimes pas ce film, mais Ripley dans Alien 3. Ah, oui. On en reparlera peut-être une autre fois. Mais il y a un peu de ça, en fait, c'est que malgré tout, elle reste une femme. Tu vois, c'est comme Ripley, même si elle peut prendre, en fait, on peut un peu la grimer comme une espèce de garçon, tu vois, de par son look. En même temps, elle reste une femme. Tu vois, elle est pas justement sexualisée. Elle reste féminine, avec un combat, tu vois, où son but c'est de sauver donc ces filles-là pour les emmener à la fameuse la Terre verte, où elle-même a été quand elle était plus jeune et elle avait été kidnappée pour rejoindre la communauté de Immortan Joe. Tout à fait. D'ailleurs, est-ce que tu sais toi comment avait été accueillie la nouvelle par les fans de que ce soit elle qui incarne le personnage? À l'époque, en fait, tout s'était un petit peu centralisé plutôt sur Tom Hardy. Okay. Parce qu'on pensait pas que Furiosa aurait autant de place dans le film. Okay. Et après coup, quand les gens, comme dit, qui sont un peu de bonne foi, quand ils ont vu le film, ils se sont dit ah ouais non mais Furiosa, c'est le personnage principal du film. Et Charlize Theron, elle est exceptionnelle dans le film. Mais c'est vrai que tout s'était centralisé sur Tom Hardy. C'est pour ça qu'il y a eu quelques tensions aussi sur le tournage, parce que Tom Hardy, c'est un petit caractère. Et en même temps, il avait une pression énorme parce qu'il savait qu'il remplaçait Mel Gibson. Et dans l'état d'esprit des gens, c'était pas une chose aisée, tu vois, ni acceptée. Et avec Charlize, ça s'est un petit peu mal passé parce que elle a reconnu elle-même. Elle a pas forcément des fois été patiente avec lui. Lui était très tendu. On lui a pété le nez aussi sur le scène. Ouais, ils s'en ont aussi pris. Non, bah ouais, c'est clair, ils s'en ont pris plein la gueule. Il disait même lui-même, il avait peur. Il y avait des cascades qu'il devait faire où il était monté, c'est sur ces grandes échasses là, où il flippait. Ils ont quand même tourné, je crois, pendant 40 jours. C'était très long. Et même le baston dans le scène de baston sur la citerne, quoi, en mouvement. Et puis ils étaient 7 mois en Namibie, hein. Oui, parce que de manière totale. Oui. Voilà. C'est donc au bout d'un moment, t'es dans ta caravane en Namibie. En plus, ils l'ont répété, mais ils étaient aussi énervés vis-à-vis du réalisateur parce que ils arrivaient pas à voir ou à avoir sa vision du film. Et il faisait tous ces tas de trucs dans le désert et il comprenait pas pourquoi il devait faire ça. C'était super difficile à tourner et il pensait pas que ça allait donner ce résultat-là au final. Voilà. Donc je pense que quand t'es acteur et que tu sais pas où tu vas, où on veut t'emmener, c'est difficile. Voilà. Surtout que les comédiens, en fait, bêtement, ils sont habitués, ce qui est normal, à avoir un scénario récit. Là, c'est principalement un scénario plan qu'ils ont séquences, eu, avec un storyboard exceptionnel qui a été créé à partir de 3400, 3500 plans. Non mais c'est exceptionnel. Donc c'est un travail de dingue. Donc déjà, c'est le postulat de base de se dire on va faire un film visuel. Et pour les comédiens qui sont habitués surtout à créer leurs personnages à travers des dialogues, là comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a très peu. Pour eux, c'est compliqué. Bon, Tom Hardy, calme-toi sur les dialogues, mon grand, parce que tes autres films, ils grognent beaucoup quand même aussi. Hein, c'est un grogneur. Mais le problème, c'est que quand il grogne pas, quand il prend une voix, on lui reproche aussi. Tu sais, je pense à Dark Knight. Tu vois, merde, c'était joue Bane. Ouais, quand il joue Bane. Moi, j'ai adoré cette prestation. Ouais, elle est bien. Il y en a beaucoup qui s'en sont plaints. Non, mais dans Peaky Blinders, il a aussi. Ah ouais, dans Peaky Blinders, il a à peu près la même voix. C'est vrai. Oui, bah voilà, il y a un peu toujours la même. Bon. Moi, j'aime bien. Du coup, on arrive première confrontation en fait entre Mad Max et Furiosa, puisqu'il la tient en joue et en fait ils vont finir par se battre. Et là, on a un super combat, super bien. Les cascadeurs sont au top. La chorégraphie est vraiment au top. Même eux deux, tu vois, même Tom Hardy et Charlize Theron, dans leur chorégraphie, dans leur mouvement, c'est. Après, on voit que c'est une ancienne danseuse. Ouais, c'est clair, ouais. C'est vrai. C'est très fluide quand elle bouge, etc. Mais c'est un super combat. C'est bien rythmé. En plus, ce qui est drôle, c'est ça, c'est que donc Max est enchaîné encore à Nux, donc il se bat avec lui. Après, quand il se réveille, Nux se réveille et ils se battent ensemble. Et Furiosa, qui en fait n'a qu'un bras. Il faut se rappeler que quand elle fait la chorégraphie, elle a un faux bras en verre, quoi. Hein, et c'est comme ça qu'elle casse le nez de Tom Hardy, en fait, en faisant un mouvement. Elle lui tape sur le nez. Bref. Et ce que je trouve génial, c'est la première rencontre, donc, se fait non pas effectivement avec des dialogues, mais avec une bagarre. Et cette bagarre-là, je trouve ça hyper intéressant de se dire, quand tu vois deux personnages comme cela, un mec et une gonzesse, inévitablement dans un film classique, on va s'attendre à une idylle amoureuse. Et cette scène-là pourrait s'apparenter, c'est comme à une scène de désir de sexe, tu vois. Et alors que pas du tout, parce qu'on n'est pas du tout dans le genre. Ouais. La question se posera jamais. On sera au contraire plutôt dans la transmission. Mais par contre, on dialogue par l'action à nouveau.
Ouais, Et c'est comme ça qu'ils se présentent et c'est comme ça qu'en fait qu'ils vont se comprendre, s'apprivoiser aussi par la suite. C'est toujours par l'action. Et donc en fait c'est Max qui sort victorieux du combat puisqu'il reprend le contrôle du camion. Sauf que Furiosa a réussi à mettre un anti-démarrage. Ouais, donc Elle est futée. Elle est futée. Charlie. C'est un code qu'elle doit faire simplement dans le camion pour qu'il démarre. Donc elle lui dit en gros, si je suis pas avec toi, tu peux pas repartir. Donc en gros, ils repartent ensemble avec le camion. Nux qui se réveille de sa baston arrive à monter discrètement dedans et ils repartent. Sachant que elle avait fait un deal avec un gang de motards. C'était c'est plus des gorges, non, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est dans un ravin. Pour la permettre de traverser et en contrepartie lui filer de l'essence, une citerne ou un petit. Donc, elle arrive dans ce ravin avec le gang qui déboule, sauf qu'ils comprennent bien qu'ils voient au loin en fait l'armée d'Immortan Joe qui arrive. Ça aussi, c'est excellent, c'est que comme ils sont dans un désert très plat, où que tu regardes, tu vois à l'horizon, tu vois toujours. Tu vois toujours les poursuivants. Ah ouais. Et tu sais pas forcément à quelle distance ils sont, combien de temps ils vont mettre pour te rattraper. Ça, je trouve assez génial, quoi. Juste d'avoir toujours cette menace qui arrive comme ça continuellement. Et du coup, donc les motards se rendent compte qu'il y a un truc qui va pas. Et là, il y a plus de deal, quoi. Il y a plus de deal, part un peu en sucette et elle accélère en fait, elle se barre, sachant que ils font quand même exploser le passage pour bloquer justement l'armée de Joe. Et du coup, c'est à ce moment-là que, Joe arrive quand même à les rattraper en voiture, et c'est là que une des pondeuses va tomber. Sa préférée, celle qui est enceinte, tombe du camion citerne et se fait rouler dessus, quoi. Ouais. Et au départ, on pense qu'elle va réussir à rejoindre la cabine de conduite, et au final, non. Elle tombe. C'est la portière qui cède. Ouais. Elle tombe sous les roues de la voiture de Et ce qu'il souhaite tout de suite, Immortan Joe, c'est récupérer l'enfant. Donc ils vont provoquer l'accouchement, et le monsieur qui provoque l'accouchement, la sage-femme un peu badass, va lui dire à un mois après, tu avais un être vivant. Ouais. c'est hyper violent. Clairement. Mais puis le grand, tu sais, le grand qui dit mon frère, donc ça c'est c'est le fils d'Immortan Joe. C'est le fils d'Immortan Joe. La montagne de muscles là. La montagne de catcheur. Donc j'ai oublié le nom. En disant j'avais presque un frère qui était parfait. Oui, c'est clair, puisque toutes les descendances, les enfants de Joe sont. D'ailleurs, c'est représenté aussi. Rictus erectus. Voilà, Rictus erectus. D'ailleurs, on n'entend jamais, et c'est souvent ça c'est souvent le cas dans les films de Miller, où les noms sont jamais donnés entièrement à l'écran. C'est souvent des petits surnoms, et en fait, on les découvre souvent à la fin du générique. D'ailleurs, Max, c'est Rokatansky. Ouais, c'est ça. Tu l'entends pas souvent. Hein. Non, tu l'entends. Même dans le 2, je crois qu'il est dit au début, tu vois, dans la présentation, mais rarement, même lui, c'est simple. Même dans Mad Max Fury Road, tout le film, il est soit nommé comme étant le globulard, le bouffon. Ouais. Ah oui. Et c'est à la fin. Ou le Schlanger. Non. Ouais, c'est ça. Et c'est à 1h49 minutes de film où il dit, je suis Max. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Je crois qu'on peut clôturer. Voilà. Fin de l'épisode. Et du coup, Nux, qui avait réussi à monter aussi discrètement dans le camion, a essayé de tuer Furiosa quand elle s'échappe du coup des motards. Mais il se rend compte, je vais pas tout décrire, mais pendant la baston que Immortan Joe n'a un peu rien à faire de lui. Exactement. Et il se réveille finalement. Donc l'armée de Joe a été bloquée par l'explosion. Eux, ils ont réussi à s'échapper un peu plus loin. Et du coup, Nux se retrouve un peu sans camp, puisqu'il se rend compte que Immortan Joe n'est pas vraiment le leader absolu, quoi, pour lui. Il a le sentiment de l'avoir déçu. Déçu Immortan Joe, parce qu'il sait qu'il a vu échouer. Parce qu'en plus, là, la scène est bonne. La scène est bonne, et puis elle est drôle. Parce que donc Immortan Joe, il dit oui, tu es l'élu, tu vas la récupérer, tu vas nous aider. Bon, et puis le mec se gaufre. Et misérablement. Misérablement. En 5 secondes, même pas, c'est réglé. Donc du coup, l'autre, t'es vraiment un nul. Comment il le cite? Comment il dit? Il dit que c'est, c'est pas un tocard, je sais plus. Il dit médiocre. Ah, médiocre, ouais, ça. D'ailleurs, la voix de Immortan Joe, elle est incroyable. Top. Tout est top sur lui, quand tu vois le costume, le masque, c'est incroyable. Mais cette petite anticipation là du lien entre les Warboys et Joe, elle est aussi, on la voit bien quand Nux est en train de conduire et Immortan Joe lui lance juste un regard, il le regarde, il dit il m'a regardé, je suis l'élu. Là il est complètement transcendé, il m'a regardé. Ah ouais, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est leur Dieu, ils ont déifié ce personnage là, et le moindre regard pour eux, c'est une injonction à
à se surpasser, à atteindre une espèce, Ouais, d'ataraxie comme ça. C'est un sacrifice, tu vois, pour atteindre le bonheur, le Valhalla. voilà. Redis-le. Je sais pas. Valhalla. Valhalla. Voilà, exactement. Du coup, Le Valhalla. ils continuent leur fuite en avant, mais la nuit tombe et ils s'enlisent parce qu'ils arrivent dans une sorte de grande, c'est pas des marais, mais en fait ils s'enlisent simplement dans du sable un peu boueux, un truc comme ça, quoi. Et ce qui est terrible, c'est qu'on saura par la suite que c'était ici la Terre verte. C'était là la Terre verte. C'était là la Ils sont Terre arrivés, verte. ouais. Et qui n'existe plus, qui est complètement détruite. Qu'on apprend Il y a oui, en collant. complètement désolé. Exactement. Et là, on est dans la nuit. On est dans la nuit, oui, Ouais. effectivement, mais ça a bien sûr été filmé en plein jour, Voilà. avec les filtres appliqués, et là c'est assez cool parce que C'est une nuit américaine. c'est une... Exactement. A C'est- day for night. Mais là tu vois le spectre, aussi l'importance des couleurs dans le film, qui bascule complètement. Quand tu regardes le spectre colorimétrique, tu peux voir ça sur internet, il y a des mecs qui se sont amusés à faire... Pour chaque film, tu as des spectres de couleurs. Pour chaque image, ils prennent en fait le ton des couleurs, et tu peux suivre tout le film du point de vue de la couleur, si je peux dire comme ça. Et dans ce film-là, c'est le moment où ça bascule carrément dans le bleu, quasiment complet, bleu, noir, gris sombre. Et tu vois que là, il y a aussi un travail super important qui a été fait, puisque quand tu te renseignes un peu, tu vois que toutes les images ont été traitées en post-production, notamment là, ils vont jusque modifier la réflexion des yeux de chaque personnage, etc. Et donc ça passe très bien, puisque on a ce changement un peu brutal de couleur, mais on a aussi l'impression que c'est là où l'histoire change, quoi. Nux n'a plus de leader, il se regroupe vraiment en une bande, si tu veux, un peu plus soudée. Et c'est là que justement l'histoire prend aussi un autre petit coup, puisque Immortan Joe est rallié par les deux autres leaders de ce petit monde, qui sont en fait, alors il y a le Mangeur d'Hommes, qui lui est le leader de Gastown, je crois. Et il y a aussi Bullethead, qui est en fait le leader du moulin à balles, ça s'appelle en VF. Donc c'est en gros l'endroit où ils construisent des munitions. Et qui sont deux un peu leaders. Donc ensemble ils forment une sorte de trinité obscure. Et il y a une royauté, chacun a sa citadelle. Voilà. Et ça c'est vachement cool, parce que tu sens aussi quand ils les montrent à l'écran, tu sens que tous les personnages ont été écrits. Tu sais que... Toi, ça a dû te parler parce que ça fait très BD. Ah ouais, mais ça fait BD, ça fait très jeu vidéo, justement. Ça fait très... Tu sens que chaque personnage, tu peux faire un spin-off sur chaque personnage. Donc, clairement. Et du coup, ils sont poursuivis là par... Mais je t'interromps juste, ce que j'aime bien, en fait, dans cette notion aussi, tu parlais de la colorimétrie, c'est qui évolue, on passe à la nuit, c'est qu'on se rend bien compte dans ce film-là, et ce qui est propre aussi au road movie, c'est que le temps n'existe plus. C'est une abstraction totale. Il y a un grand historien qui disait l'espace est la mesure visible du temps. C'est plus ils avancent, plus en fait c'est ce qui va déterminer le passage du temps. Mais sinon il ne peut pas se quantifier, tu vois, on le mesure pas autrement. C'est le road movie, je me souviens, il y a un des bastions, tu vois, du road movie, c'est Easy Rider. Où Easy Rider, le film commence où il enlève sa montre, il rejette sa montre. Et c'est propre même, tu vois, au road movie, voilà, il n'y a plus de temps. Ouais, c'est ça. On avance, on est en mouvement. Et d'ailleurs, on en parlait en off avant, tu disais avoir vu la version noir et blanc, où là justement c'est drôle parce qu'il n'y a plus de couleur et du coup le temps tu n'arrives plus à le percevoir. Ah ouais, non, là t'es con. Ouais, effectivement, là c'est encore plus flagrant, t'es complètement perdu. Il y a dans une grande poursuite continuelle, un peu apocalyptique, anarchique comme ça. C'est drôle. Ouais. Et du coup, ils sont poursuivis par le chef alors du moulin à balles, parce que lui, il conduit un tank. C'est une sorte c'est un petit tank en fait. Il a des chenilles. Du coup, il peut se déplacer facilement sur cette terre qui est boueuse, et il se lance à leur poursuite. Et d'ailleurs, on peut mettre un petit mot là-dessus sur les constructions automobiles mécaniques, dingue, complètement ouf. Ils ont fait 150, je crois. Il y a à peu près 150 véhicules qui ont été créés. Dont beaucoup ont dû être détruits forcément après la production. Mais il y a notamment la bagnole de Immortan Joe, qui est littéralement, s'ils vont aussi vite, c'est parce que la bagnole a aussi été créée, elle est aussi puissante. C'est pas une fausse voiture qui va faussement vite. C'est vraiment un monstre de mécanique, parce que je crois que c'est une Chevrolet, un moteur de Chevrolet 506 couplé. Donc il y a deux moteurs, elle a plus de 1000 chevaux la bagnole. Même la carrosserie, il a deux voitures. Ouais, c'est ça. C'est pour montrer en fait à quel point lui est puissant. Ouais, c'est ça. Les autres, ils galèrent pour avoir une bagnole. Lui, je suis le patron, j'en ai deux. Exactement. Il a aussi un beau déguisement. Non, mais il est magnifique.
Et non mais Ouais, mais ça, après, bien sûr, c'est comme on disait avant, c'est tout ce qui a été créé, les accessoires et tout, c'est incroyable. par le contre, boulot qui a été fait. par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'Interceptor de Max, Elle est aussi, ouais. Puis, dès le début, en fait, elle est récupérée par les Warboys et elle est recyclée. Ouais, exact. Et c'est en fait, on peut y voir aussi une allégorie au fait que lui-même est recyclé. On recycle le personnage, on recycle l'acteur. En plus, surtout que l'Interceptor dans le 2 a été détruit. Et Ouais. c'est marrant parce que dans Mad Max 2, elle est détruite, il fait un accident. Dans le 3, elle est pas là. Elle revient dans le 4, comme si on reprenait, tu vois, à nouveau le mythe, et on va la recycler. Bah oui, d'ailleurs, le plan, on voit Max se faire tatouer le dos et à l'arrière, ils sont en train de désosser la voiture, quoi. Donc c'est clairement. Et après, lors d'une course-poursuite, il montrera sa voiture en disant c'est la mienne, Ouais, ouais. alors qu'ils l'ont complètement Exact. customisé. Il dit mais c'est ma bagnole, c'est à moi ça. Donc pour revenir au tank de notre ami de farm de balles, moulin à balles, c'était un gros bordel, je crois, pour le faire marcher ce truc, parce qu'il surchauffait tout le temps, il devait me balancer de l'eau dessus. Enfin, c'était pas aussi construire un truc pour le construire bêtement à l'écran. Il fallait qu'il fonctionne et qu'il fonctionne bien, quoi. Il y a des véhicules, je crois, qui roulent à 250 km/h. Ouais, non, mais bien sûr, C'est des monstres. Hein, ouais. Ouais, clairement. C'est pour ça que c'est un film, c'est le métal hurlant. Il y a eu aussi une Ouais, polémique c'est ça. sur la production et la pollution et la détérioration de la nature en Namibie. Il y a eu des associations de Namibiens. Oui, c'était un gros Non, le bilan carbone n'est pas très bon. On va pas se mentir. Non, c'est vrai qu'ils ont eu des problèmes avec les locaux. Oui, mais ils ont dit qu'ils ont recruté tout un tas de personnes. Oui, aussi ils ont fait travailler faire aussi beaucoup de. Voilà, pour faire attention. Bon, c'est vrai que c'est l'argument qui est toujours un peu Oui, c'est compliqué, ça. donc on va se mettre un petit peu en retrait, mais c'est vrai On qu'ils- détruit, mais on embauche. Voilà, ils ont dit voilà, il y a 20 millions qui ont été intégrés dans l'économie locale. Voilà. Bon, c'est toujours compliqué de justifier la pollution avec l'argent. C'est S'ils avaient fait Paris en Alsace, le hamster, je sais pas où il serait, mais là, effectivement. Voilà. Donc bon, alors bah tant pis. Alors c'était important d'en parler, Ben, Mike. ben, Et tu as tout à fait raison. Oui, c'est Surtout- important. Mais surtout que en plus, ça me fait penser à quelque chose. C'est donc le film a été tourné en Namibie. Initialement, il aurait dû être tourné à nouveau en Australie. Oui, mais à cause des pluies, c'est Il ça, y a eu, non il y a eu des pluies comme ils en ont pas eu pendant un siècle, qui ont fait pousser des fleurs sauvages magnifiques. Et on a dit, mais du coup, on peut pas tourner là. Ça fait pas très post-apocalyptique, ces belles fleurs. Donc, ils sont allés en Namibie. En plus, en Namibie, il avait aussi plu. Et on peut pas détruire des belles fleurs chez nous, on va les détruire chez les autres. C'est ça. Il n'y en avait pas chez les autres. Ouais, c'est ça. Et du coup, T'as raison, ce film, c'est une merde. le combat contre le chef de Moulin à balles, putain, j'arrive pas à le dire. Moulin à balles se passe et en fait, il a deux flingues et il avance un peu comme ça dans le désert et il tire à l'aveugle parce que Furiosa a tiré, je crois, sur le tank, sur la lumière du tank, qui l'aveugle à un moment, qui aveugle Et du coup, il se préoccupe plus de savoir est-ce qu'on récupère les femmes Ouais. vivantes. Il est juste en mode. Voilà. Mais déjà, il s'en foutait un peu à la Ils base. s'en foutent. Déjà, ils voulaient pas venir. Ouais, déjà, ils veulent pas être Ils là. viennent parce que parce que pas par soumission, parce qu'ils sont, on va dire, ils sont tous dépendants les uns des autres. Ouais, c'est ça. Et Immortan Joe, bon, malgré tout, il est un petit peu présenté comme le patron. Mais sinon, aucun des deux autres leaders voulait bouger. Il leur dit, mais t'imagines, là, on est en train de regrouper toutes nos équipes pour retrouver ces filles-là. Ouais, exact. Et ce qui fait que par la suite, Ça va nous aider pour la fin Voilà. du film notamment. Et du coup, on a donc ce Mad Max qui part finalement à l'assaut du tank. On voit pas grand chose, hein. C'est ça qui est vachement bien fait aussi. Parce qu'ils se que séparent. il se sépare. Le tank se déplace, on l'entend au loin, comme c'est assez brumeux, on le voit pas en fait, on l'entend juste et on voit Max qui part tout seul dans la brume. On le voit disparaître, on entend un peu au loin des choses qui se passent et il revient en fait avec. je trouve que c'est une ellipse magnifique. Ouais, c'est super bien très pensé. joli, quoi. Parce que nous, on reste avec les autres et on se dit mais qu'est-ce qui se passe À un Qu'est-ce moment qu'il va donné, faire ils vont nous montrer ce contre-champ. Mm. Et non, il revient hyper badass avec du sang sur le visage. Mais c'est pas son sang. Non, exact. Et c'est là qu'il se lave avec le lait. Ouais. Il lave son sang avec le fameux lait d'Immortan Joe en fait. Et c'est aussi une image pour montrer, regardez, je m'essuie avec ta production et je sais ce que je vais faire avec tes hommes et c'est ce que je vais faire dans le film. Quoi. Je vais m'essuyer sur toi. Et ce que j'aime bien, ce que j'aime bien en fait dans cette scène-là, c'est qu'il nous rappelle en fait qu'il est un héros. Parce que Max, c'est typiquement le personnage non héroïque. Généralement, quand il fait une action, c'est jamais pour aider les autres. C'est toujours pour lui. Dans tous les Mad Max, à un moment donné, s'il défend une cause, c'est surtout parce qu'il en a besoin aussi. C'est souvent pour fuir, pour se libérer ou quoi. Et là, cette intervention-là, il aurait très bien pu faire ça avec les autres, tu vois. Mais là, il y va tout seul. Et quand il y va tout seul,
on ne le montre pas. Il est pas dans la figure héroïque, mais il fait une action héroïque. Ça, j'ai trouvé ça hyper malin. Et il y a un moment où quand Max décide de se faire, d'être allié avec Furiosa, il y a un moment dans la cabine où il dialogue pour savoir, pour approfondir, quel est le plan, pourquoi elle fait ça, qu'est-ce qu'elle recherche, etc. Et si tu veux, si vous voulez, on peut passer cet extrait. Allons-y. Cet endroit, comment tu sais qu'il existe? Je le sais parce que j'y suis née. Pourquoi t'en es parti? Pas eu le choix. On m'a enlevé quand j'étais très jeune. Volé. T'as déjà fait ce genre de choses? Bien des fois. Maintenant qu'on m'a confié un porte-guerre, c'est la meilleure occasion que je vais avoir. Et elle? Elle cherche l'espoir. Toi, tu cherches quoi? La rédemption. Donc la rédemption. Et à un moment, Max dit même, l'espoir n'existe pas. Ouais. C'est assez noir comme. C'est à ce moment-là où ils deviennent un peu peut-être amis. Tu vois, où ils disent ils cherchent la même chose, ils ont un but commun. Ils ont un but en fait. Le but c'est d'avancer pour être en quête de quelque chose qu'ils ont perdu depuis longtemps. L'autre, elle, c'est la rédemption. Il y a l'espoir. On est dans une fuite en avant parce que, comme on disait, c'est le propre du road movie. C'est je vais en avant, je fuis pour comprendre quelque chose. C'est toujours la même chose, hein, c'est un peu la philosophie à deux balles, c'est-à-dire le principal c'est pas la destination, c'est le voyage, mais c'est un petit peu ça. Et après ils vont être obligés, on dira par la suite, de revenir, et ce sera pas une obligation, c'est enfin le but, c'est ça, c'est de partir pour mieux revenir. Puisque déjà là, elle évoque la Terre verte, donc l'endroit où elle est née, etc. Et c'est finalement là ce qu'ils cherchent et ce qu'ils vont finalement trouver, puisque après avoir donc tué le chef de Violet Farm, ils vont tomber sur l'ancien clan de Furiosa en fait, sa famille entre guillemets, sa grande famille composée uniquement de femmes, qui lui explique que, comme on l'a dit avant, la terre verte n'est plus terre verte puisqu'elle a été complètement intoxiquée, et que du coup ils veulent continuer leur fuite en avant vers les déserts de sel plus loin. C'est là où aussi il y a aussi un beau petit clin d'œil au passé de Max qui leur dit mais moi j'ai baroudé, je sais ce que c'est et je vous explique que si vous continuez là vous allez tomber sur le désert de sel et il y a absolument rien de plus qu'ici, c'est encore pire, et ça montre aussi, rien qu'en cette phrase ça illustre bien aussi le monde créé par George Miller où il explique que en fait c'est un monde de solitude, c'est un monde de décrépitude où il n'y a plus rien quoi, et ça permet aussi de se dire il y a encore plein de choses à dire, tu vois, sur ce monde-là, sur ce qui s'y passe. Ah oui, l'univers est très riche, il est encore hyper exploitable. Ouais, et ça passe rien qu'avec ces petites phrases-là, tu vois, où il arrive toujours à étendre son univers, en fait. Il y a une scène qui est devenue hyper iconique, c'est quand Furiosa prend conscience que le monde qu'elle cherchait n'existe plus, donc cette fameuse terre verte, où donc elle quitte le groupe, elle marche dans le sable et elle s'effondre. Et il y a ce plan sur elle en train de hurler, de hurler son désespoir et son malheur, qui est devenu hyper iconique et magnifique. Bah surtout que c'est une femme forte qui craque complètement à ce moment-là et tu sens tout son désespoir comme tu le dis quoi. Donc ça c'est mais du coup Max va venir avec des paroles plutôt réconfortantes puisqu'il lui dit bon écoute, ça sert à rien d'aller vers l'avant, on sait que il y a toute la team Immortan Joe qui nous court au cul entre guillemets. Donc la citadelle est libre. La citadelle est techniquement vide et la citadelle, faut rappeler qu'il y a de l'eau, il y a de la végétation, il y a tout ce qui cherche pour tout ce qui permet de survivre, se nourrir largement, à manger, à boire, du coup il faut y retourner. Et c'est là qu'ils font un gros demi-tour. Et ils vont en fait rencontrer face à face, enfin de face, les armées d'Immortan Joe qui s'en rendent compte par une petite longue vue là, je crois. Ouais, ils se rendent compte qu'ils se font demi-tour, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Et là il comprend en fait. Et là Immortan Joe l'explique aux spectateurs, il dit mais la citadelle elle est plus protégée. Ouais, c'est ça. Et là on a en fait le dernier tiers du film où ça réexplose dans tous les sens. Et là c'est un peu le feu d'artifice de l'action quoi. C'est reparti pour un tour où ça explose, les mecs sautent sur leur bagnole, ça
ça s'entrechoque. Il y a un combat dantesque. C'est en fait parce qu'il y a des combats à main nue sur les véhicules, des combats entre les véhicules. Ça part dans tous les sens. Tout le monde se bat plus ou moins. C'est hyper fluide. Et c'est hyper fluide. Tu perds jamais une goutte d'action. Tu comprends tout ce qui se passe à l'écran. C'est jamais brouillon. Et ça, c'est quand même une sacrée performance parce qu'avec tout ce qui s'y passe. Et du coup, Immortan Joe va finir par mourir, tué par Furiosa, puisque elle arrive à accrocher son masque dans la roue de son propre véhicule, qui est son masque qui lui est arraché, et du coup, mort instantanée. La scène aurait pu être très gore. Visuellement, elle est très courte. Le plan est très très court. On est plus dans la suggestion. Je l'ai regardé au ralenti. On est plus dans la suggestion que vraiment dans le côté hyper gore, comme ils auraient pu faire dans Mad Max 2. Il y avait déjà plus de séquences gore, même si aussi dans Mad Max 2, en contrepartie, plus d'humour que dans Fury Road. C'est ça. Du coup, ils continuent cette poursuite, donc parce que c'est pas parce que Immortan Joe qu'ils sont pas toujours poursuivis, hein, ils ont toujours l'armée aux fesses, et ils repassent par le fameux canyon des motards, où là, Max a un plan qu'il élabore en fait avec Furiosa et puis Nux, puisque c'est le Warboy Nux qui va finir par se sacrifier en provoquant un accident et en faisant exploser la citadelle pour en fait ensevelir l'armée et puis bloquer leur passage. Pour qu'ils puissent continuer et rentrer à la citadelle sains et saufs en fait. Dès le départ, ils sont annoncés les Warboys comme étant des kamikazes. Et là, effectivement, il va se sacrifier, ce qu'il cherche à faire depuis le début, mais pour une autre cause qui peut sembler plus juste. Après, voilà, on n'est pas dans la morale, mais il se sacrifie. C'était sa destinée. C'était sa destinée, c'est ça. Du coup, ils arrivent à la citadelle en grand vainqueur. Tout le monde est content parce qu'il y a le corps d'Immortan Joe qui est ramené, qui est montré. Parce qu'en fait, tout le monde le déteste, forcément. C'est lui c'est un tyran. C'est un tyran, pas possible. Pour rappeler au début du film, quand il distribue l'eau, enfin, c'est terrifiant parce que ces gens-là, toute l'eau qui balance, de toute façon, ils peuvent difficilement la récupérer. Et tu vois ces centaines, milliers de personnes, mais décharnées, qui n'ont plus rien sur eux. Enfin, c'est des pauvres airs. Et tu m'étonnes qu'ils sont soulagés quand ils meurent. Il y a une scène qui est coupée dans le film que j'ai vu, où tu vois, t'es avec cette population-là, il y a une femme qui a un bébé avec elle et qui demande à un des Warboys, tu vois, si elle peut accéder à la citadelle. Et puis il fait j'ai un bébé. Le type il prend le bébé, il le regarde, il fait ton bébé il est crevé ton bébé. Et là elle sort un sein, elle dit mais je peux donner du lait. Ah, alors monte. Exact. Pour ça te montre à quel point en fait à quoi ils sont réduits ces gens-là. S'ils ont rien à offrir, pas besoin d'eux. Exactement. Et par contre, on n'a pas besoin d'eux, mais on arrive à les tenir parce qu'on possède ce que eux n'ont pas. On possède l'eau, on possède le pétrole. C'est terrifiant. Exactement. Effectivement, et à la fin, tous ces gens-là sont heureux de savoir que Immortan Joe est mort. Oui, parce qu'en fait, ils font un peu la razzia, ils tuent tout le monde. Enfin, tous ceux qui restaient de l'armée d'Immortan sont pas tués, mais du coup mis de côté, clairement. Furiosa arrive, qui a été gravement blessé, mais perfusé par Max. Parce que là, on revient en fait. C'est une boucle aussi super intéressante. On commence avec la perfusion de Max en tant que globulaire et il finit en utilisant cette perfusion pour sauver Furiosa et lui donner de son sang pour un peu la remettre sur pied le temps que ça fasse soigner. C'est comme si maintenant il transfuse. En fait, cette transfusion, c'est aussi le passage d'un mythe à un autre. Passage de témoin. Parce que lui après disparaît dans la foule. À la fin du film, c'est génial, parce que Max, en fait, il est filmé en plongée. Il se fond dans cette masse. Il redevient un anonyme. Et ça peut annoncer plusieurs choses. Ça peut dire je disparais et je te laisse et je t'ai passé le relais. Furiosa, tu montes tu montes sur l'élévateur là et c'est toi qui prends le. Parce que elle en contrepartie est filmée en contre-plongée. C'est ça. Elle est plutôt rayonnante. On se dit qu'elle est en train de prendre en fait une place qui est la sienne, qui lui est déterminée. Et lui se fond dans la masse, disparaît. Et on peut même faire un prolongement avec avec la suite de la saga. C'est-à-dire Max, ça peut être un autre personnage, ça peut être un autre comédien. Elle va prendre le relais, elle peut avoir sa propre mythologie. Ça se sait d'ailleurs puisqu'il y a d'autres films qui vont être réalisés. 5-6, il parle du 5-6 quoi. Oui. Alors il a signé pour 3 films supplémentaires, en tout cas Tom Hardy. Ouais. Et puis là, il y a un premier. D'abord, il y a Furiosa, un spin-off de Furiosa qui va être réalisé. Et puis il parlait d'en faire une BD aussi. Max, c'est fait. C'est fait déjà. Un comics que j'ai pas pu lire, mais et le personnage principal, c'était le guitariste aveugle
qui était Alors ça, ils ont voulu faire à part, mais si tu veux, il y a eu 3 comics qui ont été faits, donc 3 volumes, un volume sur Furiosa, un volume sur Immortan Joe et un volume, je crois, sur Max, il me semble. D'accord, mais ils l'ont pas réalisé, du coup ils l'ont pas fait. Non, mais l'histoire du guitariste avait été mis en avant parce qu'ils trouvaient que c'était un truc intéressant à raconter. Qu'il y avait... Un survivant aveugle. En fait, voilà, le guitariste un peu fou, c'est exactement ça, qui a été élevé dans une caverne, qui est devenu aveugle et qui, il a vécu des trucs assez horribles. Et pourtant, il a résisté à tout ça. Il est encore là, c'est ça. Moi, je trouve ça un peu dommage de le développer. Justement, c'est typiquement le genre de personnage qui participe à un univers, mais pour lequel il faudrait pas connaître, tu vois, le passé, parce que quand tu le vois, tu l'identifies comme quelque chose un peu à part, d'extraordinaire, c'est dans cet univers-là. Oui. Et à partir du moment où tu vas gratter, c'est alors comment il en est arrivé là? Ouais, tu perds un peu de l'originalité, du côté un petit peu, Mais c'était en comics, c'était pas faire un film dessus, c'était développer le personnage sur une BD. T'es en train de minimiser la portée d'une bande dessinée. Je te rappelle qu'on est avec des grands amateurs de BD. C'est pas bien ce qu'il a fait. Hein. Ouais, non, pardonne. Bon, bah, c'est le moment, je pense, de passer à la rubrique coup de cœur. Ou alors il y a quelque chose encore à rajouter sur juste avant, pour terminer, en beauté, est-ce qu'on a répondu à la question? Est-ce que George Miller a-t-il réinventé ou sacrifié sa propre mythologie? Alors là, bon, je pense qu'il clairement, il n'a pas sacrifié. Ça, c'était effectivement ce que disaient ses détracteurs au début, qui lui ont reproché par rapport à la mythologie surtout qu'il avait créé avec le post-nuke et The Road Warrior, donc Mad Max Fury Road, je l'ai bien dit. Ouais. Mais non, il a complètement recréé, réinventé. Réapproprié sa propre mythologie, hein, avec des nouveaux codes qu'il a absolument maîtrisés de A à Z. Je trouve pour moi, c'est un des meilleurs films d'action du monde. De tout le temps, quoi. Je veux dire, j'ai jamais vu écoute, de l'univers, généralisons. Je pense que c'est mon film d'action préféré. Vraiment. Pour Mathieu, c'est le meilleur film de la décennie. Non, parce que je trouve le film très intelligent. Comme on disait tout à l'heure, donc c'est du cinéma en mouvement, et je le trouve brillant parce qu'il aborde des thèmes sans les surligner. Tout ça par le biais de la mise en scène. C'est formidable. Et ça rappelle. Alors il y a un type qui a fait une vidéo hyper intéressante qui faisait le parallèle avec le mécano de la Générale de Buster Keaton. C'est formidable parce que c'est la même chose. Il raconte aussi, c'est comme un film d'aventure, un film d'action dans un train en mouvement, du récit en mouvement. Et honnêtement, à part le mécano de la Générale qui a été réalisé 90 ans avant et Mad Max Fury Road, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un film comme ça. Ou que soit visuellement par les thèmes abordés sans les surligner, mais en les présentant dans le montage, dans la mise en scène, moi je trouve ça formidable. Et à chaque fois, c'est une découverte. Et le succès du film tient aussi beaucoup et je voulais juste mentionner ça, c'est à Margaret Sixel, qui est la monteuse du film, quoi, qui avait jamais fait ça, je crois, avant, et qui est la femme de George Miller. Il avait jamais monté un film avant. Non, c'est la première fois qu'il lui demande de faire ça, en fait. Et elle a regardé, je crois que c'est quelque chose comme 470 heures de matériaux pour en produire ce bijou-là. On peut dire ça comme ça. Elle avait même eu l'Oscar, effectivement. Elle a eu l'Oscar pour ça. Mais elle avait travaillé au montage quand même pour George Miller sur Happy Feet. Oui, c'est vrai, parce que George Miller a eu l'Oscar a fait pour le meilleur film d'animation. Et du coup, il lui avait demandé de le faire parce qu'elle a dit, en gros, ce qu'elle disait, c'était assez drôle. Elle disait, je vais monter ça avec ma vision de femme parce que si on laisse un homme faire ça, on aura n'importe quel autre film d'action qu'on voit tout le temps, en fait. C'était assez drôle. ça comme ça. C'est pas faux. Elle doit bien connaître son mari. Mais en tout cas, c'est incroyable le travail de pouvoir faire ça, un montage aussi fluide, comme disait Mathieu, dynamique. Aussi dynamique et peu brouillon. Je veux dire, c'est voilà. Moi, j'ai rarement vu ça. Bravo, George. Ouais. Bravo, George. Bon, maintenant, c'est l'heure des coups de cœur. Vas-y. Écoute, je commence. Allez, vas-y. Ok. Alors moi je vais vous parler encore une fois d'une série audio que j'ai découverte qui s'appelle Queens of Snakes, qui est disponible sur Spotify. C'est 12 épisodes de entre 15 et 25 minutes chacun. Il y a pas une limite de temps. C'est l'histoire, je sais plus en tête le nom des personnages. C'est Constance et Juliana. Il y en a une qui est assistante vétérinaire, l'autre qui vivole comme ça, enfin elle fait pas trop et elle est un peu
prostituée, tu vois, elle accueille chez elle des garçons, des quinquas qui Comment on peut être un peu prostituée? non mais c'est un mi-temps. elle est pas sur le trottoir. C'est ce que je voulais dire. Je veux dire, voilà, c'est une escorte, plus 2020-21. Ok. Et du coup, donc elle a besoin un peu d'argent et donc il y a je crois que c'est Constance qui travaille dans un cabinet vétérinaire, et un jour tu as un mec qui vient déposer un sac en toile et qui se casse. Et donc elle va chercher ce paquet-là et elle arrive pas à rattraper le mec, et dans le paquet il y a un serpent venimeux, un Black Mamba. Ah, le Black Mamba. Black Mamba. Et du coup elle sait pas quoi en faire. Elle allait fermer le cabinet vétérinaire et puis donc elle ramène chez elle avec un terrarium. On appelle ça un terrarium, c'est ça. Et donc elle veut le mettre dedans, le conserver jusqu'à savoir quoi en faire. Tu vois. Et donc elle arrive chez elle, je spoil là, non, je raconte toute l'histoire. Mais j'ai bien l'impression. Je raconte toute l'histoire. Et donc bref, donc il y a Juliana qui était en train de s'ébattre avec un homme, et cet homme-là se fait, je spoil juste le premier épisode. Merde. Cet homme-là se fait mordre par le Black Mamba, et elle décide de cacher le corps. Voilà. Okay. Et elle décide aussi, pour se faire du fric, de commencer à faire du trafic de serpents et de venin. Et donc là, voilà, c'est ça. D'organes de serpent également. Et donc il y a toute une aventure qui commence, et donc des péripéties qui viennent s'ajouter à ça. Et donc ce qui est intéressant, c'est comme mais c'est quoi? Attends, on fait un deuxième format long, c'est ça? On est passé à autre chose? Non mais vas-y. Alors du coup, le serpent, qu'est-ce qui lui arrive? Non, mais ce que je veux juste rajouter, c'est que on disait que les séries audio commençaient un peu à se faire entendre, et les voix sont faites par Joey Star, qui joue dedans, Malik Bentala, Mathilde Amé, Maurice Barthélémy, Tal, c'est une chanteuse, je crois. Ah, ouais. Et puis voilà. Mais je veux dire, tu vois, comme tu disais la dernière fois sur un autre épisode, tu disais que c'était quand même, tu étais surpris d'avoir des acteurs comme ça qui participaient à des programmes audio. Voilà. Donc je commençais à l'écouter, je suis au 4e épisode, et c'est vraiment très bien. Ok. C'est voilà, il y a pas de filtre, c'est assez vulgaire, enfin voilà. Okay. En fait, ça ne s'arrête jamais. Donc du coup, comme nous avons épuisé le temps dédié pour les coups de cœur, moi je vais être très très bref. Je vais aller très bref. Merci Mike. Attendez. T'as autre chose? Ben je vais vous introduire Queens of Snakes. Dites, vous connaissez l'histoire de Constance et Juliana? Black Mamba, non mais je rêve. Deux copines qui se lancent malgré elles dans le commerce de serpents mortels. On peut se faire plus de 1000 balles par serpent, tu te rends compte ou pas? Une activité qui donnera un sens inattendu à leur existence. Va falloir payer. Fallait pas jouer avec la mort. Queens of Snakes, une série inédite. Ouais, Joey Star, il s'est raté là. En podcast. Ma foi. C'est bien, il faut essayer. Ah bah là, moi je suis convaincu. Oui, bah. De toute façon, même si je ne l'étais pas là, il nous a Joey Star, il t'a tué là. Entre Joey Star et toi qui nous fait une espèce de lavage de cerveau, là c'est bon. Je m'abonne. Ça coûte combien? Faut s'inscrire où? Bon alors comme je disais, je vais être très rapide. Je vais parler d'un bouquin. C'est l'autobiographie. C'est chiant. Donc c'est une autobiographie. C'est celle d'Oliver Stone. Ça s'appelle À la recherche de la lumière. C'est génial. Qu'on aime ou pas Oliver Stone, alors je rappelle rapidement, donc c'est Platoon, c'est JFK, c'est né un 4 juillet, enfin plein de films. Le gars a une vie de dingue. Donc je passe déjà, l'histoire, tout le monde sait à peu près ça, qu'il a fait la guerre du Vietnam, et il a été avant ça, il a été prof aussi en Asie. Le mec, il a eu 1000 vies. Ses parents sont franco-américains, il est franco-américain parce que sa mère est française, son père c'est un GI à la Libération, tu vois, qui est tombé amoureux de sa maman. Ils sont partis s'installer aux États-Unis. Il a eu une vie de dingue. Il raconte en fait, déjà il écrit super bien. Il raconte son intimité, la vie de ses parents, quand il allait en France, machin, tout ce qu'il a découvert, tout ce qui a fait forger sa personnalité. Et il raconte aussi toutes ces anecdotes, ces histoires de tournage. Et là, des tournages mais épiques.
quand tu vois le tournage par exemple de Salvador ou de Platoon, mais c'est dingue. Avant quand on parlait de Mad Max, on dit ouais, mais comment ils ont fait ça? Mais ces films-là, moi je me demande comment ils ont pu les tourner sans mourir. Mais vraiment, les conditions de tournage étaient telles, avec très peu d'argent, c'est incroyable. C'est vraiment fascinant, donc je le conseille à tout le monde, à la recherche de la lumière d'Oliver Stone. Ok, bah merci. Moi, reco, je vais faire une double reco, si rapide, parce que j'aime donner, double. Je suis comme ça. Pour rester généreux. Pour rester dans le thème, donc il y a le jeu vidéo Mad Max, développé par Avalanche Studio, édité par la Warner. C'est un jeu qui est assez ancien, enfin il doit avoir 5 ans. C'est un jeu en monde ouvert où tu joues forcément Max et tu as une vue à la troisième personne où tu peux te faire de la super exploration, tu te balades justement dans des décors en post-apocalyptique, c'est très bien fait, c'est assez sympa, c'est plutôt long et du coup tu peux aussi par exemple avoir ton propre véhicule que tu modélises, que tu améliores, tu peux avoir des joutes en fait entre véhicules, un peu comme dans le film, et c'est vachement bien fait. Quand tu aimes Mad Max, je pense que c'est un truc sur lequel tu peux facilement t'éclater, surtout que à l'heure actuelle ça doit coûter 5 € sur ordi, donc sur PC, pas trop de soucis pour l'acquérir. Et ma deuxième reco, c'est une BD qui s'appelle La Chute, qui est formidable. Il y a eu qu'un seul tome pour l'instant parce qu'elle est sortie en fait juste avant le premier confinement. Ça c'est un truc de ouf, parce que en fait c'est une histoire qui raconte justement le déclin de la société après qu'un virus comme la grippe soit arrivé dans nos vies, quoi. Et du coup, ça fait presque peur parce que le type là avait écrit en fait cette BD il y a 4 ans, donc bien avant l'épidémie de Covid qu'on se prend à la gueule en ce moment. Et du coup, ça fait froid dans le dos parce que il y a exactement les mêmes choses qui se passent. L'histoire des masques, des confinements, des couvre-feux, sauf que là ça part très très vite en sucette. L'escalade est très rapide, il y a plus rien à manger, on commence à être en mode survivaliste, tuer les autres pour survivre, etc. C'est incroyable de réalisme, c'est incroyable de justesse, c'est très très bien dessiné et franchement, si ça fait assez peur, surtout vu ce qui se passe en ce moment. Forcément, le tome 2... Mike, c'est pas pour toi. Non. Le tome 2 a été repoussé à cause de l'épidémie, mais on attend avec grande impatience la suite. C'est dessiné par Jared Muralt, qui est suisse. Et voilà, c'est assez fantastique. Est-ce qu'il y a du trafic de serpents? Non. Non? Ah, mince, Mike, non, c'est définitivement pas pour toi. Non, voilà, c'est en tout cas, hélas, dans l'actu, mais c'est très très bien. Nickel. Merci. Merci à vous les garçons pour cette analyse cinématographique de haut vol. Je vous rappelle les auditeurs que vous pouvez nous écouter pour le plaisir de vos oreilles sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ça. Je vous invite à vous abonner au podcast via vos plateformes d'écoute pour être tenu au courant par notification de la sortie de chaque épisode. Je vous rappelle qu'un épisode sort tous les lundis à 18h et je vous invite à les partager au plus grand nombre. Et puis je vous souhaite bonne continuation. Oui, bonne route. Bonne route. On the road again. Au revoir. Au revoir.